Donc, le premier chapitre de notre intervention va être introductif. Il va s'occuper de l'épidémiologie, en quelque sorte, de l'occlusion intestinale. Donc, il faut savoir que l'occlusion est la deuxième cause, c'est une cause d'hospitalisation qui est fréquente en milieu chirurgical. C'est la deuxième cause d'hospitalisation en milieu chirurgical urgente. Elle représente 20% de la chirurgie abdominale réalisée en urgence. Il faut savoir que ce sont des diagnostics très importants à établir. Ils touchent dans 3/4 des cas l'intestin grêle et dans un quart des cas le côlon. Donc les occlusions qui intéressent l'estomac et le duodénum sont assez rares et ne font pas partie de notre présentation. Donc, comme définition, l'occlusion, bien sûr, est définie comme un arrêt de la progression des matières et des gaz dans le tube digestif. L'état d'occlusion intestinale doit être considéré comme une urgence thérapeutique jusqu'à décision chirurgicale contraire. Donc, la prise en charge de l'occlusion doit obéir à des étapes. La première étape est celle de la reconnaissance du syndrome occlusif et de la prise en charge de son retentissement sur le plan général. L'objectif de la deuxième étape est de différencier entre ce qui est occlusion mécanique et occlusion fonctionnelle, encore appelée ileus. La troisième étape est centrée sur l'étude du siège et du mécanisme de l'occlusion qui va orienter l'enquête étiologique. La quatrième étape, elle est décisionnelle. Elle permet de juger ou elle doit juger de la nécessité et surtout l'urgence de la levée chirurgicale de l'obstacle. Donc, les signes cliniques de l'occlusion sont au nombre de 4 pratiquement. Donc, c'est le premier signe, c'est la douleur abdominale. Le deuxième signe, nous avons les vomissements, l'arrêt des matières et des gaz et la distension abdominale. Bien sûr que la qualité de ces signes, elle dépend à la fois du siège de l'occlusion, de son étiologie et du délai écoulé par rapport au diagnostic. Donc, l'affirmation, bien sûr, cette phrase nous dit qu'il ne faut pas attendre tous ces signes pour porter le diagnostic d'occlusion. Donc, il faut savoir que les signes péritonéaux, une tachycardie, une fièvre, une hyperleucocytose ou une acidose lactique peuvent représenter des signes de gravité, bien sûr. Ils doivent rechercher une souffrance pariétale ou une complication péritonéale. Donc, pour ce qui est de l'ASP, l'ASP, il permet de faire la différence entre une occlusion colique et une occlusion grélique. Seulement, il a une sensibilité qui est pas très intéressante en matière d'occlusion, surtout d'occlusion organique. Sa spécificité, elle n'est pas aussi importante que ce qu'on a déjà vu, puisqu'il permet parfois de faire la différence entre occlusion grélique et colique. Et de ce fait, l'ASP a été retirée des outils diagnostiques par la Haute Autorité de Santé. Pour ce qui est de l'échographie, il faut savoir que l'échographie peut avoir certains intérêts, peut avoir certaines indications en matière d'occlusion. Elle peut faire, par exemple, le diagnostic de hernie étranglée. Elle peut mettre en évidence la cause de l'occlusion en cas chez un sujet qui est maigre ou en cas de distension abdominale qui n'est pas importante, mais vu la distension abdominale, vu l'interposition du croissant gazeux, il faut savoir que l'échographie a été retirée du bilan d'exploration en matière d'occlusion intestinale. Donc la TDM abdominale, par contre, elle peut être réalisée avec injection, bien sûr. On va faire bien sûr une séquence en général, une spirale abdominale ou abdominopelvienne avec un temps portal.
Elle permet, c'est un examen qui est simple à réaliser, elle a d'excellentes performances diagnostiques puisqu'elle permet d'établir à la fois le diagnostic d'occlusion, de donner le siège, le mécanisme et encore elle donne aussi l'étiologie de l'occlusion. Elle aide aussi à la décision thérapeutique, donc ce qui fait de la TBM l'examen de référence en matière d'occlusion intestinale. Bon, parler d'occlusion, une question va se poser, on est devant une occlusion. Deux questions on est dans un patient sur un patient qui présente une occlusion, deux questions vont se poser. S'agit-il d'une occlusion, la première, c'est s'agit-il d'une occlusion fonctionnelle ou organique? La deuxième question, c'est s'il s'agit d'une occlusion organique, bien sûr, c'est quel est le siège de cette occlusion? L'occlusion, il y a trois sièges d'occlusion. La première occlusion, c'est l'occlusion haute, c'est-à-dire elle intéresse l'estomac et le cadre duodénal. Elle est rare, mais elle ne fait pas partie de notre topo. Donc le deuxième type d'occlusion, c'est l'occlusion grélique. Troisième type, c'est l'occlusion colique. Pour les deux types d'occlusion, c'est-à-dire qu'elles soient coliques ou gréliques, il existe deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est la strangulation. La strangulation, elle associe trois mécanismes: la hernie étranglée, le volvulus et l'invagination. Le deuxième mécanisme en matière d'occlusion, c'est l'obstruction. L'obstruction, elle peut être elle peut découler de trois étiologies. La première étiologie, elle est endoluminale. La deuxième étiologie, elle est pariétale. La troisième étiologie, elle est exoluminale. Bien sûr que notre traitement va essayer de lever l'obstacle avant qu'il y ait une souffrance pariétale. Pour ce qui est de la strangulation, comme définition, la strangulation est un étranglement des anses digestives et de son méso à travers un orifice rétréci, soit à travers une hernie interne ou hernie pariétale. Donc ce qui découle de cet étranglement, un défaut de vascularisation de l'anse et qui va être à l'origine d'une souffrance digestive et nécrose pariétale. Il faut savoir que la strangulation est une urgence chirurgicale extrême. Il faut pas attendre le scanner. Le scanner en aucun cas ne doit retarder la prise en charge si le diagnostic est établi. Pour ce qui est des on a des images maintenant d'urgence chirurgicale par strangulation. La première, c'est la hernie étranglée, comme on voit la protrusion d'une os intestinale à travers un orifice pariétal. Donc, pariétal, ce qui va engendrer une souffrance de l'anse et de son méso. Pour ce qui est du volvulus, le volvulus est une torsion d'une anse avec son méso autour de son axe mésentérique. Donc, on peut avoir aussi comme urgence liée à la strangulation une bride fermée. Le troisième type de strangulation, c'est l'invagination intestinale aiguë, qui est le télescopage d'un segment digestif à l'intérieur de l'autre. Donc, on a les deux schémas qui montrent la strangulation. Donc là, puisque j'ai insisté sur ça, j'ai insisté sur ce schéma puisque c'est ces deux mécanismes, bien qu'ils sont différents, ils vont être à l'origine des mêmes résultats sur l'anse. C'est-à-dire ici, là, il y a une torsion de l'anse avec son méso ici, et ça va provoquer aussi une souffrance pariétale et une souffrance aussi de son mésocolon. Longtemps, la bride a été considérée comme une occlusion par striction, c'est-à-dire que la bride donnait des occlusions sans souffrance pariétale. On a toujours pensé que la bride, elle donnait une occlusion sans souffrance pariétale, mais non, la bride, elle peut former un petit anneau fibreux à l'intérieur duquel l'anse va s'incarcérer avec son méso et il y aura une souffrance pariétale de la même sorte que le volvulus du grêle.
Pour ce qui est du troisième mécanisme de strangulation, c'est l'invagination intestinale aiguë. L'invagination intestinale aiguë est la pénétration d'un segment intestinal et de son méso dans le segment situé immédiatement en aval. La progression se fait d'une façon isopéristaltique. Deux types d'invagination intestinale aiguë, l'idiopathique et la secondaire. L'idiopathique, elle survient à un âge inférieur à 2 ans, c'est-à-dire elle survient chez le nourrisson. Par contre, la secondaire, elle survient chez l'adulte jeune. Donc, l'invagination intestinale aiguë idiopathique est une invagination en général iliocécale qui est liée à une richesse en tissu lymphoïde chez le nourrisson et à une rigidité de la valvule de Bowen. Donc c'est une spécificité pédiatrique. Il n'y a pas d'intérêt à faire une TDM abdominopelvienne dans ce cas. L'ASP et l'échographie permettent de faire le diagnostic et enfin le lavement opaque peut être considéré comme une arme thérapeutique. Pour ce qui est de l'invagination intestinale aiguë de l'adulte, elle survient dans 80% elle est liée à une cause organique. La cause organique, elle peut être tumorale, bénigne ou maligne. Les tumeurs bénignes, on a les polypes et les lipomes. Et pour ce qui est des tumeurs malignes, nous avons les adénocarcinomes, les lymphomes et les métastases. L'invagination intestinale aiguë de l'adulte peut se voir en post-opératoire, peut se voir peut-être secondaire à un purpura rhumatoïde et peut-être secondaire aussi à une diverticule de Meckel. Pour ce qui est des occlusions gréliques avec obstruction, comme ça a été déjà dit, l'obstruction elle est souvent progressive, il n'y a pas de nécrose digestive et elle peut être de 3 types, endoluminale, pariétale et extrinsèque. Pour ce qui est de l'obstruction endoluminale, nous avons l'iléus biliaire, le bézoar et l'ascaris. Pour ce qui est des causes pariétales au niveau du grêle, nous avons principalement l'intestin, la maladie de Crohn, l'ischémie et les tumeurs gréliques. Pour ce qui est des étiologies extrinsèques, nous avons la bride simple, l'adénopathie et enfin la carcinose péritonéale. Pour les occlusions coliques, comme on a vu au niveau du grêle, nous avons les occlusions avec strangulation et les occlusions sans strangulation. Les occlusions avec strangulation, nous avons le volvulus du sigmoïde et le volvulus du grêle. Pour les occlusions sans strangulation, nous avons principalement le cancer et la diverticulite. Pour ce qui est de l'occlusion fonctionnelle, c'est une altération de la motricité intestinale sans obstruction. Elle peut être réflexe ou inflammatoire. Réflexe en post-opératoire lié à un traumatisme, à des douleurs abdominales ou elle peut être liée à des médicaments. Inflammatoire, elle peut être liée à un syndrome inflammatoire intra-abdominal tel une appendicite, une diverticulite, une péritonite ou une pancréatite. Donc, elle se manifeste sur le plan radiologique par une distension aérique diffuse sans obstacle, avec alternance de segments plats et dilatés. Pour une occlusion fonctionnelle qui mérite une description à part, c'est le syndrome d'Ogilvie. C'est une cholectasie primitive aiguë, il n'y a pas d'obstacle, elle est réversible. Le traitement consiste en une colo-exsufflation. Donc, le diagnostic est posé sur un côlon qui dépasse les 10 cm. Pour ce qui est du traitement, le traitement de l'occlusion vise à rétablir la volémie et les troubles hydroélectrolytiques afin de préparer le patient à la chirurgie, lever l'obstacle et le traitement de la cause, rétablir la continuité si possible et enfin éviter les complications. Devant un syndrome occlusif, l'hospitalisation doit être faite avec une mise en condition, monitorage et règle des 4 tuyaux, une réhydratation et un rééquilibre acido-basique. Il faut faire une mise à jeun du patient, il faut mettre le patient à jeun, désontalgique et la chirurgie doit être adaptée à la cause. L'organigramme qui permet de donner le traitement en fonction de la cause. Bien sûr, en cas d'occlusion fonctionnelle, il faut corriger d'état, rééquilibre hydroélectrolytique, colo-exsufflation s'il s'agit d'un syndrome d'Ogilvie. Pour ce qui est des occlusions
organique, nous avons en fonction du mécanisme. En cas de strangulation, hernie, il faut réduire, faire une réfection pariétale associée ou non à une résection, plus ou moins rétablissement de la continuité. En cas de volvulus invagination, il faut réaliser une résection anastomose. Oui, je termine. Donc une résection anastomose, résection plus ou moins rétablissement de la continuité. Pour ce qui est des occlusions avec obstruction, si l'obstruction elle est endoluminale, il faut faire une entérotomie, extraction de corps étranger. Si l'obstruction elle est exoluminale, il faut faire une section de bride ou bien un bypass ou une résection tumorale. En cas d'obstruction pariétale, il faut réaliser des résections, des structuroplasties ou bien des résections avec rétablissement ou non de la continuité. En conclusion, l'occlusion intestinale aiguë est considérée comme une urgence thérapeutique. La réanimation est la première étape de thérapeutique. Le traitement dépend de la reconnaissance du syndrome occlusif, de son retentissement et du mécanisme et du siège, ainsi que de l'étiologie de l'occlusion. Je vous remercie.